voici d'abord les titres de cette édition. 1 milliard de dollars sur 4 ans pour lutter contre le terrorisme, mais également la demande aux Nations Unies d'un mandat plus offensif pour la MINUSMA. Ce sont les grandes décisions samedi du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Ouagadougou. Faure Gnassingbé a participé aux travaux, compte rendu en début de journal. Plus que quelques heures et l'on reprend le chemin des classes. La rentrée scolaire au Togo sera effective ce 16 septembre. Les autorités promettent une année sereine et souhaitent du succès aux différents acteurs du système éducatif. Et puis l'homme d'affaires togolais, panafricaniste chevronné Gervais Djondo fait son entrée en librairie avec son livre L'Afrique d'abord, Africa Fest en anglais. Un chef-d'œuvre qui sera dédicacé demain 16 septembre. Mais avant, la TVT a réalisé un entretien avec l'auteur sur les thématiques évoquées dans l'ouvrage. Vous suivrez donc l'entretien en fin de journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a fait le déplacement de Ouagadougou où il a été accueilli à l'aéroport par son homologue burkinabé, Marc Christian Kaboré. Après le cérémonial d'accueil suivi du tête-à-tête, le chef de l'État a eu droit à un accueil chaleureux réservé par la colonie togolaise au Burkina Faso. Nous vous proposons de suivre l'ambiance de l'arrivée de Faure Gnassingbé à Ouagadougou samedi. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés donc samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. C'était pour une session extraordinaire de l'institution sous-régionale. Les travaux ont été consacrés à la lutte contre le terrorisme et l'urgence de mettre la paix et la sécurité au service du développement de la sous-région. Le président de la République togolaise a pris part à cette session à Ouagadougou. Yata Ratem, compte rendu des travaux. 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. C'est la décision phare du sommet extraordinaire de la CEDEAO samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a pris une part active aux travaux du dit sommet aux côtés de ses pairs de la sous-région ouest-africaine en vue de trouver les voies et moyens pour lutter contre le terrorisme et l'urgence de mettre la paix et la sécurité au service du développement. L'organisation de cette rencontre
répond à la recommandation de la dernière session ordinaire de la CEDEAO tenue en juin dernier à Abuja au Nigeria. À la tribune de cette session extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou, plusieurs interventions, entre autres celle du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a salué la mobilisation des dirigeants des États de la CEDEAO et des partenaires pour trouver une solution idoine et pérenne contre les menaces djihadistes qui risquent de déstabiliser toute la sous-région. Pour le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issifou, président du Niger, le djihadisme est une sérieuse menace pour les institutions démocratiques en Afrique de l'Ouest, la paix et la stabilité, ainsi qu'au développement économique et social. Ces échanges ont connu la participation du Tchad et de la Mauritanie, deux pays qui forment avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali le G5 Sahel et se tiennent dans un contexte marqué par des attaques répétitives dans le Sahel. Les résolutions issues du sommet extraordinaire de Ouagadougou seront présentées à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies fin septembre 2019. Il s'agit entre autres d'un mandat plus offensif de la MINUSMA, mandat qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme. Face à la menace terroriste grandissante, la CEDEAO adoptera en décembre prochain un plan d'action prioritaire sur 5 ans 2020-2024 pour combattre le terrorisme. Ce plan nécessite une mutualisation et une coordination accrue des efforts dans la lutte, un partage direct de renseignements entre États membres. Conscient du caractère transfrontalier et transrégional de la menace terroriste, le chef de l'État, Fort Ezozomla Zimbe, avait en avril dernier, dans son message à la nation, tiré la sonnette d'alarme et révélé les dispositions prises par le Togo pour venir à bout de ce fléau au plan national et sous-régional. Et Lomé avait déjà accueilli en juillet 2018 un sommet conjoint CEDEAO-CEAC, réunion sanctionnée par la déclaration dite de Lomé sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Lomé roule de mieux en mieux. Le boulevard des Armées, c'est la voie bitumée reliant le carrefour Ramco à l'avenue de la Victoire, desservant les quartiers Gbadago et Dogbeavou. Eh bien, cette route-là est officiellement ouverte depuis vendredi. Il a fallu 6 mois à l'entreprise togolaise Midnight Sun pour réhabiliter et réaliser des travaux d'assainissement sur cette voie. Une équipe de la télévision togolaise était vendredi à la remise officielle des travaux. Reportage Pierre Soussouko. Une voie longue de 3 km environ. Mais sa praticabilité, il y a encore quelques mois, était un véritable chemin de croix. L'intensité des travaux exécutés par l'entreprise Midnight Sun sur ce chantier du boulevard des Armées le juge. En seulement 6 mois, sont achevés la réhabilitation et l'aménagement de cette route qui part de la Colombe de la Paix et débouche sur les quartiers de Tokon-Séminaire via Gbadago. Un mois plus tôt, une visite technique sur le chantier a permis à la ministre des Infrastructures et des Transports d'apprécier l'expertise de l'entreprise. Nous constatons que l'entreprise a fait le travail en consommant seulement 52% du délai contractuel, alors que les travaux sont pratiquement achevés. Nous estimons que d'ici septembre, les travaux seront complètement achevés et la voie ouverte à la population. Et le 13 septembre, la voie est officiellement ouverte à la circulation. Population riveraine et personnel de Midnight Sun avec à sa tête son PDG célèbre la qualité de ce qui est fait, mais surtout celui qu'il a ainsi voulu, le chef de l'État, Fonia Singbe. Nous sommes très heureux, surtout la laborieuse population de Tokon Gbadago. En plus, le CDQ, vraiment, nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. Aujourd'hui, Gbadago ne souffrira plus d'eau pluviale parce que quand il pleut vraiment, nous sommes tous en détresse dans le quartier. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cette nouvelle voie, je crois que toutes nos instances sont comblées. Merci au chef de l'État, merci au gouvernement et merci à l'entreprise Midnight Sun. Pour la sécurité de la voie, avant c'était les lampadaires de la gauche. Maintenant il y a de deux côtés. Il y a la sécurité, tout est libre, on peut circuler, on peut faire nos petits commerces sur la voie. Là c'est bon. Quand ils ont commencé, nous tous on a prié beaucoup Dieu pour qu'ils finissent ça, pour que nos commerces ça marche. Parce que nous on a fermé les boutiques, on n'arrive plus à installer tout ça. Mais on remercie beaucoup le chef de l'État de nous avoir terminé cette voie pour que les accidents aussi s'arrêtent
les commerces peuvent reprendre, les boutiques vont commencer par travailler. L'officiel à cette cérémonie inaugurale ne changera pas le langage qu'il a tenu il y a environ un mois. La voie est bien faite dans les règles de l'art. Une voie stratégique qui nécessitait justement cette réhabilitation, ce renforcement avec l'assainissement des caniveaux et autres. Et inciter les futurs conseillers municipaux à veiller à la qualité des travaux. C'est le lieu de dire aux riverains et ainsi qu'aux artisans, aux commerçants qui se trouvent sur toute la voie, qui doivent veiller à ce que dans les caniveaux qui sont réservés à drainer les eaux usagées et les eaux pluviales, que ces caniveaux ne fassent pas l'objet de dépotoirs, des objets solides et des ordures ménagères. Les usagers qui ont désormais une belle voie pour relier la place La Colombe jusqu'au collège protestant, veillent à ce que la voie soit maintenue, la qualité soit maintenue pour la pérennisation des investissements réalisés par le gouvernement togolais. Et la joie des riverains se mesure. Des ouvrages d'assainissement réalisés vont pouvoir faciliter la circulation des eaux et ainsi mettre la population à l'abri des inondations, jadis récurrentes dans cette partie de Lomé. À cela s'ajoutent les travaux de signalisation et d'éclairage public qui dégagent une attraction sur ce boulevard des armées. 74 élèves officiers des forces armées togolaises, de l'armée de l'air précisément, ont reçu samedi leur brevet de parachutisme. Ils ont suivi avec brio un stage de 3 semaines en technique de parachutage. C'était au centre d'entraînement des troupes aéroportées de Lomé. Le film de la cérémonie avec Ferdinand Ndiassoa. Des élèves officiers en pleine démonstration des savoir-faire acquis au cours de 3 semaines de stage en parachutisme. 74 au total, dont 6 femmes. Ils reçoivent ici leur brevet militaire de parachutisme, couronnant ainsi les exercices endurés, à savoir 33 décollages pour 458 sauts, dont 14 à ouverture commandée. Ce stage qui prend fin aujourd'hui a ouvert ses portes le 19 août 2019 et regroupe les militaires de 3 entités, à savoir 21 militaires du régiment parachutiste commando, 26 élèves officiers médecins de 2e année de l'école du service de santé des armées de Lomé et 27 stagiaires fusiliers commando de l'armée de l'air, soit un total de 74 stagiaires. Il s'est déroulé en 2 phases. La phase d'entraînement au sol 19 août au 7 septembre 2019 et la phase vol-largage du 9 au 12 septembre 2019. Le chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Pachaso Goyou, s'est réjoui de la qualité des instructions données aux stagiaires ici au centre d'entraînement des troupes aéroportées de Lomé, puis a souhaité à ces derniers la bienvenue dans la famille des parachutistes. La menace sécuritaire dans notre sous-région est devenue diffuse et multiforme. Elle s'étend de plus en plus vers la côte et notre pays n'est pas épargné. La naissance des foyers djihadistes et islamistes aux portes de notre pays nous interpelle. Pour nous, il s'agit de nous entraîner et d'être prêts pour intervenir en cas de besoin. Très chers stagiaires, tout en vous réitérant mes sincères félicitations, je vous souhaite un bon retour. Cette formation fait des 74 stagiaires des parachutistes à part entière, pouvant intervenir partout où besoin est. Bien sûr, sous les ordres de la hiérarchie militaire. Les agents des forces de l'ordre et de sécurité et les chefs traditionnels, les leaders religieux et communautaires, nous sommes dans la région de la Kara. Ils y ont réfléchi il y a quelques jours sur leur rôle dans la mise en place d'une justice restauratrice et dans la création d'un environnement protecteur pour les enfants auteurs d'infractions. C'est à mettre à l'actif de l'ONG Creuser Togo. Pour cette ONG, l'intérêt des enfants passe avant toute autre considération. Nestor Mozo pour les détails. Dans le but de créer
Sur la thématique des droits humains en général et des droits des enfants en particulier, Creuset Togo compte parmi les organisations de la société civile togolaise qui en font la raison de leur existence. Creuset Togo a tenu ces derniers jours 2 rencontres à Kara, l'une avec les agents des forces de l'ordre et de sécurité et l'autre avec les chefs traditionnels, les leaders religieux et communautaires. Il a été question de la justice restauratrice à l'égard des enfants en conflit avec la loi et de la création d'un environnement dans lequel ces enfants peuvent être protégés. Les forces de l'ordre sont les premiers à être en contact avec les enfants en conflit avec la loi. Et donc, ils auront donc le devoir de prendre des dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de détention ou les conditions de garde à vue de ces enfants. Il faut que l'enfant prenne des dispositions pour rechercher les parents, la victime soit associée et qu'il prenne des mesures alternatives à l'emprisonnement. Alternative à l'emprisonnement voudrait dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet enfant-là ne soit pas déféré lorsqu'il ne s'agit pas des infractions les plus graves. Avec les leaders communautaires, les chefs traditionnels, c'est partager avec eux cette dynamique de justice réparatrice qui focalise l'attention sur la personnalité de l'enfant et pas sur l'infraction. Et donc, lorsqu'ils ont les bonnes pratiques, les bonnes manières pour gérer, concilier les parties, je pense que finalement, on ne va pas recourir à la justice classique où finalement l'enfant n'a qu'un effet traumatisant parce que la procédure pénale est souvent lourde et quand l'enfant se retrouve en détention, on se dit qu'il est allé à l'école du crime. Les effets sont souvent néfastes. Selon Creuset Togo, le pays a un ordonnancement juridique qui balise le chemin de la justice réparatrice ou restauratrice. Elle évoque le Code de l'enfant en ses articles 310 et suivants, articles qui, d'après cette ONG, dégage la base sur laquelle doit pouvoir s'exercer la médiation pénale. Une justice qui se caractérise par la conciliation entre la partie civile et le délinquant, tout en impliquant la société. Parlons à présent agriculture et agriculture écologique avec le PROCEPA, le projet de consolidation et de mise à échelle des pratiques agroécologiques dans les régions plateaux et centrales. Un projet qui rentre dans sa phase pratique. Il est officiellement lancé avec pour objectif de renforcer chez les producteurs agricoles les bonnes pratiques qui protègent aussi l'environnement. Précision, Désiré Aloy. L'agroécologie, une pratique aujourd'hui en progression pour contribuer à la protection environnementale. Le gouvernement togolais et les ONG en la matière s'attellent à l'intensification de la pratique qui offre aussi aux populations des produits agricoles sains. Le projet de consolidation et de mise à échelle des pratiques agroécologiques dans les régions plateaux et centrales, PROCEPA, va œuvrer dans le domaine pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et les conditions de vie des familles paysannes dans les 2 régions. L'assimilation et la diffusion des pratiques agroécologiques intensives et durables au bénéfice probant un gain contribuant aussi à la protection environnementale. Saute-Bois pour lancer officiellement le projet. Le projet sera mis en œuvre dans 2 régions, la région centrale et la région des plateaux, plus précisément dans 3 préfectures, la préfecture de l'Est Mono, la préfecture de Saute-Bois et la préfecture de Tchamba. L'objectif du projet, c'est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les conditions de vie des producteurs. Plus spécifiquement, il s'agit d'agir sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'accompagnement à l'adoption et à la diffusion des pratiques agroécologiques. Et le second aspect, c'est l'accompagnement dans la mise en marché des produits issus de ces pratiques agroécologiques-là. Ce qu'on demande aux acteurs, aux producteurs, c'est de renforcer ce qu'ils faisaient déjà en termes de pratiques agroécologiques pour pouvoir mettre sur le marché des produits de qualité. Et de là, on peut protéger nos forêts, nos flores et contribuer à la production ou bien à l'augmentation de la biomasse. Le consortium d'ONG EDT, CPP Togo et OADEL pilote le projet avec le soutien financier de ARA, CEDEAO et AFD. Les parties prenantes connaissent chacune son rôle à jouer pour relever le défi basé sur l'application des stratégies en vue pour en définitive œuvrer à la protection environnementale et la production des aliments sains et conditions de vie des populations améliorées.
Et la protection de l'environnement est au centre des ODD, les objectifs de développement durable. Chaque année, depuis leur adoption en 2015, chaque État établit un rapport concernant ce qui est fait localement pour leur mise en œuvre. Et le Togo prépare actuellement son document pour l'année 2019. L'on y a travaillé à Kara et Nestor Mouzou nous en parle. À l'échéance des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies ont pris en 2015 les ODD, Objectifs du développement durable. Au nombre de 17, ces ODD sont destinés à lutter contre la pauvreté, la faim, les inégalités, à assurer l'accès des soins et l'accès à l'eau potable aux populations. Tout ceci doit être atteint au plus tard en 2030. En 2015, le Togo a été choisi comme un des pays pilotes dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Il est donc tenu d'élaborer à la fin de chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ces ODD. Le rapport de l'année en cours est en préparation. Dans toutes les préfectures et régions, des focus groups ont été constitués. C'est le draft du rapport de la région de la Kara qui est présenté ici en vue de sa validation. L'université de Kara a chapeauté les focus groups de la région. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez le plan national de développement, ça s'aligne sur les objectifs de développement durable. Et il y a beaucoup de cibles prioritaires qui sont prises en compte, autant au niveau de la création de l'emploi qu'au niveau de la réduction des inégalités sociales. Donc sur ces deux thématiques qui font partie des cibles prioritaires du gouvernement, nous essayons de faire ressortir l'impact des ODD dans chacune des préfectures. Et je pense que selon ce qui ressort, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées. Bien sûr qu'il y a des bémols qui touchent notamment à l'environnement, à certains aspects liés à l'agriculture, mais de façon globale, je pense qu'il y a eu une réduction des inégalités, une forte protection sociale qui a également été faite, notamment à travers différents programmes, que ce soit les programmes de cantines scolaires, de FNFI, on voit quand même un impact qui se fait au niveau local, au niveau des populations. Les différents rapports régionaux seront synthétisés pour donner un document national qui sera transmis au gouvernement qui devra le mettre à la disposition des différents partenaires techniques et financiers pour appréciation des efforts faits par le Togo dans la mise en œuvre des ODD. C'est le troisième rapport que le Togo est en train de concevoir sur les objectifs de développement durable. Demain 16 septembre au Togo pour élèves, enseignants et autres acteurs du système éducatif. Ce sera parti pour 9 mois d'assiduité, de discipline et de travail pour espérer une année scolaire fructueuse. À l'orée d'une rentrée qui promet en sérénité, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a livré un message que je vous propose de découvrir dans ce sujet de Ramdan Bassina. L'année scolaire 2019-2020 qui débute au Togo s'inscrit dans la continuité des engagements pris par le gouvernement. L'éducation, une des priorités nationales voulues par le chef de l'État et surtout encouragée par les derniers résultats enregistrés. Et face aux différents défis à relever, le gouvernement envisage des actions. Chers parents, chers collègues, enseignantes et enseignants, chers élèves, je voudrais tout d'abord, en notre nom à tous, renouveler ma profonde gratitude ainsi que la reconnaissance de toute la communauté éducative au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui continue de placer le secteur de l'éducation au cœur des priorités nationales, comme en témoigne la place de choix qu'occupe l'éducation et la formation professionnelle dans le cadre du plan national de développement PND 2018-2022. La grande famille éducative togolaise lui est particulièrement reconnaissante pour les importants efforts et moyens mobilisés pour assurer la mise en œuvre progressive des engagements contenus dans le protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation nationale conclu le 19 avril 2018 entre le gouvernement et les fédérations des syndicats d'enseignants. Le système éducatif togolais reste encore confronté à plusieurs défis. Pour relever ces défis, le gouvernement envisage la mise en œuvre des actions suivantes. L'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation de l'éducation nationale. La réforme de l'école normale supérieure d'Atapamé et des écoles normales d'instituteurs pour les rendre plus conformes aux exigences de la professionnalisation
de la fonction d'enseignant tout en répondant aux besoins en matière de formation des inspecteurs et des conseillers pédagogiques et en matière de renforcement des capacités des enseignants. L'ouverture prochaine des licences et masters professionnels d'enseignement dans les universités publiques du Togo. Outre ces mesures, le gouvernement envisage la mise en œuvre d'une charte de partenariat public-privé en matière de développement des compétences techniques et professionnelles, l'amélioration de l'employabilité des jeunes. L'initiative du chef de l'État de procéder à la création des instituts de formation pour l'agro-développement et des instituts de formation en alternance pour le développement s'inscrit à juste titre dans ce nouvel agenda. L'ouverture de l'IFAD aquaculture à Elavagnon dans la préfecture de l'Est-Mono. Les travaux de construction de l'IFAD élevage à Barkwasi dans la préfecture de Loti, ainsi que la construction de 8 autres instituts analogues, annoncés pour les 5 années à venir. Cette heureuse initiative du chef de l'État met en exergue l'importance de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans la mise en œuvre du PND. Les différentes actions menées ont déjà permis d'améliorer considérablement les principaux indicateurs de scolarisation qui sont toujours en constante progressive. Le gouvernement exprime à cet égard sa satisfaction et félicite vivement tous les acteurs qui ont œuvré pour la concrétisation de ces résultats. Ainsi donc, un appel est lancé à tous les acteurs du secteur éducatif et aux apprenants pour plus d'action et d'engagement pour une année réussie. Chers collègues enseignantes et enseignants, chers partenaires du secteur de l'éducation, je vous exhorte instamment à demeurer les modèles que nos enfants recherchent, en ayant des comportements qui répondent à l'éthique et à la déontologie du métier d'enseignant telle que décrite dans notre statut particulier. Je voudrais enfin m'adresser à vous, chers élèves. Le retour à l'école est une période captivante de l'année où vous allez acquérir de nouvelles connaissances et des compétences qui feront de vous des citoyens épanouis. Soyez donc assidus à vos activités scolaires dès le premier jour et tout au long de l'année. Bannissez de vos comportements tout ce qui peut dégrader votre corps et votre âme. Une fois de plus, ne succombez pas aux tentations liées au mauvais usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en passe de devenir un véritable fléau de notre temps par toutes les informations incontrôlées et incontrôlables qu'elles charrient. Le gouvernement s'engage déjà à jouer sa partition et restera toujours à l'écoute du monde éducatif, à en croire le ministre Babiega. Ceci pour une année 2019-2020 sereine. L'excellence scolaire est célébrée au Togo par diverses initiatives. Il vaut la peine de le rappeler en ce début d'année scolaire. Les meilleurs élèves au CEPD, au BPC par exemple, de la préfecture de Bassar, sont récompensés par un mécanisme de parrainage. Le mécanisme est à mettre à l'actif de la Fondation Assal qui veut encourager ainsi l'excellence en milieu scolaire. Avant cela, avec Nestor Mouzou. À travers cette cérémonie, la Fondation Assal parraine les meilleurs élèves aux examens du BPC et du CPD dans la préfecture de Bassar. Elle a décidé ainsi d'accompagner ces élèves pour les inciter davantage à la culture de l'excellence. Pour cette première année, 100 élèves sont pris en compte par ce parrainage qui consiste à leur octroyer des kits scolaires, à payer leur scolarité et à leur offrir des pensions alimentaires. Les bénéficiaires et les autorités du milieu sont très touchés de cette action de générosité de la Fondation Assal. Grand merci pour ce cadeau précieux que nous venons une fois encore de bénéficier de votre part. Nous vous assurons que votre geste constitue pour nous une grande motivation qui nous poussera toujours à l'excellence. Les élèves, c'est la relève de demain. Donc nous devons saluer la Fondation et ce qu'elle a fait, nous devons faire tout pour que ces élèves réussissent, pour aussi
la contenter et contenter tout son entourage. Mais les bénéficiaires sont avertis. Ceux dont les résultats vont baisser risquent d'être laissés tomber. La présidente de la Fondation Assal, l'honorable député Abira Bonfo, avant cette cérémonie de parrainage, a sillonné les 4 communes de la préfecture de Bassar pour offrir 1500 kits scolaires aux élèves nécessiteux. La Fondation Assal porte aussi assistance aux femmes démunies. À titre d'exemple, elle a construit à Nababoun, une localité de Bassar, une unité de transformation du manioc angari ou tapioca pour les femmes de ce milieu, femmes appartenant à l'association Awa, créée par la Fondation Assal. Avant la construction de hangars, nous faisions notre travail sous le soleil, sous la pluie. Donc c'est comme ça on souffrait. Après, madame nous a sauvés. Nous avons fait une demande pour lui dire de nous aider en nous construisant un lieu de transformation pour notre produit. Vraiment, on la félicite, on la remercie beaucoup de continuer comme ça à aider aux autres femmes qui souffrent aussi de peut-être d'autres problèmes. Dans le souci d'être en contact permanent avec son électorat, l'honorable député Abira Bonfo a organisé une rencontre avec les conducteurs routiers, les chargeurs et les émigrants de Bassar. Elle a échangé avec eux sur les difficultés qu'ils éprouvent dans leur métier, sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Elle a aussi partagé un repas avec eux. Plus de 600 ont participé à la fête à Bassar et plus de 500 à Kabou. C'est une manière de prolonger de Pontre Nidak pour la célébration de la fête des Ignam dans le Grand Bassar. Et la rentrée scolaire, on le dit, 2019-2020, ce n'est plus qu'une question d'heures. Pour une préparation qualitative de cette reprise des classes, les acteurs à tous les niveaux s'activent. Dans les foyers, parents et enfants, chacun connaît son rôle. Au-delà de la mise à disposition des manuels et autres fournitures, on recommande également un accompagnement psychologique des apprenants, surtout les tout nouveaux, les tout jeunes. Et notre équipe de reportage a surpris une situation dans un foyer. Regardons ensemble avec Solange, Amandé et Dodo Ouaré. Espoir a 4 ans. Comme tous les autres enfants de son âge, il fera son entrée à l'école maternelle le 16 septembre prochain. Adieu donc les beaux jours de jeu et d'amusement. Même si la maternelle est considérée comme un prolongement de la vie à la maison, le petit Espoir se fait déjà une idée de ce qui l'attend. Je voudrais aller à l'école cette année. Mon papa m'en a déjà parlé. Je vais apprendre à lire, à écrire et à s'amuser avec mes camarades. Pour arriver à cet état d'esprit du garçonnet, un travail psychologique a été fait par ses parents. On a voulu bien inscrire Espoir à l'école parce qu'il a l'âge de faire CI cette année. Et on a tout préparé à la rentrée. En s'amusant avec lui, je lui dis que l'année prochaine, il va aller à l'école. Sa réaction était, il était content parce qu'il voyait ses sœurs aller à l'école. Et puis au retour de l'école de ses sœurs, il prenait ses sacs, il prend ça au dos. Et puis lui aussi dit qu'il va à l'école. Donc je l'ai parlé, il est content d'aller à l'école. L'école, c'est du bien. Moi-même, je n'avais pas la chance d'aller loin à l'école. J'ai voulu que mes enfants aillent loin. Contrairement à Espoir qui est intimidé par la caméra, les jumeaux Michael et Michel et la petite Bernice sont visiblement prêts de découvrir cet univers scolaire. Ils se projettent déjà dans le futur. Nous aussi, nous voulons aller à l'école. Papa nous a acheté les fournitures scolaires, les tenues pour l'école. Je vais aller à l'école et plus tard offrir une voiture à papa et à maman. C'est ma fille Bernice. C'est cette année qu'elle veut commencer. Je l'ai dit, aller à l'école c'est une bonne chose. D'un jour à l'autre, pour qu'elle devienne quelque chose, il faut qu'elle aille à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à parler le français. Elle a dit qu'elle va aller à l'école. Elle va acheter une voiture et me prendre dedans avec son papa.
chaque matin Ils iront à l'école cette année. Je leur ai parlé de l'école. Ils ont déjà leur fourniture scolaire et sont impatients d'aller à l'école. C'est un soulagement pour moi qu'ils aillent à l'école et là, je pourrai vaquer librement à mes occupations. D'après les pédopsychologues, la place de la maternelle dans le système éducatif de l'enfant est primordiale. Cela leur permet de développer certaines aptitudes et compétences pour leur évolution dès le bas âge. Et ils deviendront peut-être demain ces enfants des gynécologues et des obstétriciens. La société de ces professionnels était en congrès scientifique cette semaine à Lomé, une rencontre qui devrait renforcer les compétences des membres pour le mieux-être des populations. Et les différents ateliers et conférences sont portés sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence et les cancers gynécologiques. Amira Biao, Medina Salami ont fait un tour. Voici leur reportage. Le président de l'ASCO. Gynécologues et obstétriciens, ces professionnels de la santé sont en congrès scientifique. Une rencontre meublée d'ateliers, conférences et d'échanges sur les défis de l'heure. Améliorer les soins et accélérer la réduction de la mortalité des mères et des enfants. Ils ont ainsi fait l'état des lieux des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. L'état des lieux en Afrique de l'endoscopie. Les cancers gynécologiques et mammaires étaient aussi abordés. L'endoscopie gynécologique, c'est l'ensemble des techniques qui nous permettent de réaliser des interventions par les orifices naturels chez la femme ou en pratiquant de petites incisions au lieu des larges incisions qui vont entraîner plus de douleurs, plus de journées d'hospitalisation à l'hôpital. Nous avons voulu faire l'état des lieux de cette technologie chez nous et voir comment nous pouvons faire progresser l'implantation de ces nouvelles technologies dans notre pays. La santé de la mère et de l'enfant est l'une des priorités du plan national sanitaire 2017-2022. À ce titre, les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont soutenu cette remise à niveau des praticiens qui visent à offrir des soins de qualité. Les interventions qui sont réalisées dans le cadre des soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont efficaces et existent partout sur notre territoire. Ce qu'il nous faut, c'est de corriger des dysfonctionnements dans le fonctionnement pour que les femmes puissent avoir accès à ces soins et que ces soins soient prodigués par des personnels de qualité. Et c'est là aussi l'un des enjeux de nos congrès. Nous augmentons les connaissances auprès de nos membres et nous augmentons également leur capacité dans la prise en charge. Ce deuxième congrès scientifique de la Société des gynécologues et obstétriciens se tient en prélude aux 5e journée Femmes, Mères, Enfants. Partage d'expériences, mais aussi la célébration de la confraternité avec les professionnels de la santé venus de la sous-région. Je voudrais vous féliciter. Et je vous l'annonçais en titre, mais nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Cet entretien avec l'homme d'affaires togolais, panafricaniste chevronné, Gervais Kofi Diondo, qui fait son entrée en librairie avec la publication de son livre intitulé L'Afrique d'abord, Africa Fest en anglais. Le document sera dédicacé demain 16 septembre. Nous avons donc réalisé un entretien avec l'auteur sur les thématiques évoquées dans l'ouvrage et vous pourrez suivre cet entretien sur la TVT donc dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous serez en compagnie de Ekwesala. Au revoir et très belle rentrée scolaire à tous les élèves et à tous les enseignants. Au revoir et à très bientôt.